Voilà, donc on est très content d'accueillir le docteur Aude Servet sur le sujet acidémie méthylmalonique. Aude, là aussi, à chaque fois je dis ça avec les 15 ans que je fais, thèse d'université sur la fibrose interstitielle. On a fait beaucoup de choses ensemble et globalement tout ce qu'elle touche ou tout ce à quoi elle s'intéresse en néphrologie, elle le transforme, je pense, en norme, en publication et en grande qualité de prise en charge pour plein de sujets. Et parmi les choses, voilà, bon, l'année prochaine, on t'invitera sur un autre truc, parce que tu es vraiment tout à fait exceptionnel sur les compétences et connaissances en néphrologie. On t'écoute. Alors, je vais essayer de vous rendre ce sujet un petit peu attrayant parce que c'est un sujet un peu pointu quand même. Alors, effectivement, dans la méca, on a un peu une double casquette maladie métabolique parce que dans le service de pédiatrie, les pédiatres en métabolique ont été pionniers dans un certain nombre de ces maladies particulières qui sont des maladies héréditaires du métabolisme. Et en néphrologie, on est un peu les internistes de l'hôpital, puisqu'il n'y a pas d'interniste. Et donc, on a à l'âge adulte un certain nombre de ces patients. Et cette maladie-là a pour intérêt par rapport à d'autres, du point de vue du néphrologue, d'avoir une atteinte rénale prédominante. Et je vais vous montrer en quoi elle peut du coup concerner le néphrologue à plusieurs titres. Alors, c'est quoi déjà l'acidémie méthylmalonique ou acidurie méthylmalonique? C'est tout un ensemble de maladies donc héréditaires du métabolisme. Ces maladies-là, en général, elles sont autosomiques récessives et c'est le cas dans cette famille de maladies. Et c'est issu du métabolisme du propionate. Alors, je vous fais l'injure de vous rappeler quelques notions de biochimie qui sont certainement un petit peu anciennes. Alors, le métabolisme du propionate, déjà, on fabrique du propionate dans son tube digestif avec la flore digestive. Et donc ça, on ne peut pas grand-chose, mais ceci pour vous dire que parfois on donne même des antibiotiques pour diminuer cette production de propionate chez les patients. Et puis dans toute l'alimentation, dans toutes les protéines, on a des acides aminés, dont la valine, l'isolétine, la méthionine en particulier, qui sont dans toutes les protéines qu'on mange. Et donc tout ça va être métabolisé par cette voie métabolique qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc ces patients, ils vont avoir un bloc enzymatique et le plus souvent... Alors, je suis désolé. Donc, le plus souvent, ça va être cette enzyme-là, la mutase ou la méthylmalonique-CoA mutase, qui va être, qui ne va pas fonctionner. Soit on a mut 0, ça veut dire qu'on n'a aucune activité enzymatique ou pratiquement pas. Soit on a mut moins, ça veut dire qu'on a un peu d'activité enzymatique. Et donc, par définition, on va d'une part avoir une accumulation de l'acide méthylmalonique qui nous intéresse en amont, et d'autre part, et ça c'est un peu plus complexe, des anomalies du cycle de Krebs. Parce que peut-être que vous vous souvenez que le succinate-CoA, il est au début de notre cycle de Krebs. Et donc on va avoir un déficit énergétique qui va être responsable d'un certain nombre de symptômes de ces patients. Et puis il y a la vitamine B12, la cobalamine, et puis tout le métabolisme de la vitamine B12 qui va jouer comme cofacteur pour cette mutase que vous voyez là. Et donc, si on a là encore des anomalies dans le métabolisme des cobalamines, eh bien, la mutase ne va pas bien fonctionner et on va avoir la même chose, une accumulation d'acide méthylmalonique. Et donc, c'est pour ça qu'en fonction des variants génétiques qu'on peut avoir, eh bien, on peut avoir différents types de maladies de cette famille et avec des sévérités différentes en fonction du type d'anomalie génétique. Alors, je vous ai mis c'est une maladie rare, 1 sur 50 000, mais on a des maladies en néphrologie qui sont encore plus rares que ça, finalement. Et c'est des patients chez qui, si par miracle on y pense, on dose l'acide méthylmalonique, il est élevé, on a fait le diagnostic. Alors ça peut se présenter de différentes façons. Déjà, c'est une maladie pédiatre dans les formes aiguës. L'enfant naît, la maman dans le ventre, elle a l'activité enzymatique qu'elle fournit, donc tout va bien. Et puis, il naît, il boit du lait, il accumule son acide méthylmalonique qu'il ne peut pas métaboliser, et donc il est dans le coma. Et donc là, on fait le diagnostic dans ce contexte-là. Et puis, il y en a qui ont des formes un peu plus bâtardes, où ils ont un peu de retard de croissance, parfois quand même des atteintes neurologiques, un développement qui n'est pas normal. Et donc, on peut être amené à faire des diagnostics à l'âge alors, âge adulte, c'est rare, mais adolescence ou fin d'adolescence. Et nous, par exemple, on a un patient qui a été diagnostiqué à l'âge adulte avec un tableau qui avait commencé dans l'adolescence, personne n'avait rien compris.
Il y avait le frère, la sœur, le frère il avait un petit retard mental, ils avaient une maladie rénale. Et puis c'est un interne qui était passé un jour en pédiatrie à Necker, qui s'est dit, il y a des maladies bizarres qui donnent des trucs comme ça. Et en province, il avait fait le diagnostic, mais très tardivement par rapport au néphrologue, qui a dit, bon, bah, il y a une insuffisance rénale, on ne comprend rien. Donc le tableau très aigu, probablement qu'on ne va pas être confronté, nous, à un médecin d'adulte, mais le tableau un peu chronique, ça fait partie des choses qu'on peut être amené à voir. Et donc ça se traduit par une acidose lactique, une acidose métabolique, donc une cétonurie et parfois également une hyperammonémie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être sur la biologie de base. Et entre les présentations pédiatriques complètes, on va dire, et puis adultes, tu as des distinctions entre ML8 et puis… Alors, on va en discuter. De toute évidence, ceux qui ont un variant où il n'y a pas d'expression de la protéine, eh ben, ils vont avoir une forme plus sévère. Mais comme c'est autosomique récessif, ça dépend des deux variants. Et donc, oui, tout à fait. Hein, les formes tardives, ce n'est pas la MUX 0 où il n'y a pas du tout d'activité enzymatique. Je vais mettre un tout petit peu ça après. Je voulais juste faire un petit aparté sur un autre truc dont vous avez peut-être entendu parler, parce que vous savez, quand dans le bilan du MAT, on doit doser l'homocystéine, hein, et en particulier en pédiatrie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a dans ce métabolisme des cobalamines, donc la vitamine B12 dont on vient de parler, il y a des variants, en particulier de la cobalamine C, qui peuvent être là aussi responsables de tableaux soit aigus, soit tardifs. Il y a un certain nombre de case reports, y compris français, de diagnostic à l'âge adulte, de patients qui se présentent avec un tableau de CHU atypique, plus ou moins bâtard, hein, plus ou moins aigu, plus ou moins bâtard, avec même des tableaux un peu de GNMP parfois. Et puis certains peuvent avoir des retards neurologiques, mais pas forcément. Certains peuvent avoir des anomalies ophtalmologiques, mais pas forcément. Et on dit donc dans le bilan, il faut faire un dosage de l'homocystéine. Et donc ça, c'est un truc un petit peu plus complexe comme maladie, mais c'est vraiment dans cette même famille, parce que non seulement vous voyez que si vous avez votre cobalamine C en particulier pathologique ici, vous allez avoir une augmentation de l'homocystéine avec une hyperhomocystéinémie, mais de nouveau, vous allez avoir votre métabolisme de l'acidémie malonique qui va être aussi en cause. Et donc ces patients-là, ils ont l'homocystéinémie élevée, mais aussi une acidémie malonique. Donc ça, c'est un autre truc un peu rare, mais qui peut intéresser le néphrologue, y compris à l'âge adulte. Alors, du coup, nous, on s'est dit, cette maladie, elle donne donc des maladies d'insuffisance rénale chronique, et bien sûr, on va détailler ça. Et on a un certain nombre de patients qu'on est amené à greffer du rein, du foie du rein, parfois que du foie. Et puis en plus, on est sollicité par les pédiatres et les métaboliciens, parfois pour dialyser ces patients en urgence ou même de manière chronique pour une indication métabolique. Et donc on s'est dit, nous en tant que néphrologue, on aimerait bien mettre notre nez dans cette histoire pour donner notre point de vue, et avec le réseau européen des maladies rares qui s'appelle ERCNET, il y a tout un groupe de travail autour des maladies rénales métaboliques ou lithiasiques, parce que c'est un peu dans la même famille. On s'est réunis et on a proposé à des collègues qui font que des maladies métaboliques de travailler ensemble pour faire des recommandations sur le sujet, en donnant un petit peu notre point de vue de néphrologue. Et donc, on avait publié ces recommandations l'année dernière. Et donc là, je vais faire une petite synthèse de toutes ces réflexions qu'on a eues dans ce cadre-là. Alors déjà, de manière générale, ces maladies, une fois qu'on a réussi à faire le diagnostic, comment on les soigne? Ben, vous avez vu, il faut diminuer les protéines. Donc ça, un régime plutôt végétarien. Alors les enfants, on n'aime pas trop les réduire trop, donc les pédiatres leur mettent 1 gramme par kilo par jour de protéines, ce qui n'est pas si mal hein, quand même. Mais bien sûr, chez l'adulte, on en met nettement moins. En moyenne autour de 30 grammes de protéines par jour. Et donc, ça nécessite un régime quand même très végétarien où on va compter tous les produits laitiers, par exemple, et pas de viande du tout, pas de poisson, pas d'œufs. Donc, un régime contraignant. Mais il ne faut pas dénutrir les patients et ça fait partie de toute la réflexion. Et donc, on doit en même temps leur apporter des calories, par ailleurs, avec peu de protéines. On va leur donner ce qu'on appelle la carnitine. À quoi ça sert la carnitine? La carnitine, en fait, il va y avoir des voies métaboliques qui vont se fixer. La carnitine va se fixer à notre acide méthylmalonique et on va pouvoir éliminer notre acide méthylmalonique par d'autres voies métaboliques.
je ne détaille pas ici parce que c'est un petit peu de la biochimie pure et dure. Et puis parfois, on donne des antibiotiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour réduire la production de propionate dans le tube digestif. Et globalement, c'est des patients qui ne peuvent pas jeûner trop longtemps. Donc, on peut parfois être amené à faire le diagnostic dans un contexte, on se casse la cheville, on attend des heures et des heures aux urgences, et là, on décompense parce qu'on a jeûné trop longtemps. Ou alors, les ados, ils font la fête, ils font la grasse mat. Ben non, on n'a pas le droit de faire la grasse mat pendant ce genre de maladie. Il faut se lever à 7 heures pour un petit déj, aller se recoucher, mais voilà. Et puis, les enfants, parfois, on leur met même une sonde nasogastrique pour éviter des calories un peu en continu. Et donc, ça veut dire que tu as des manifestations qui sont liées à l'accumulation de la sérotonine, mais tu en as d'autres qui sont liées au déficit en succciné, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Tu as les deux phénomènes. Parce que là, il y a peut-être une diapo après, c'est sur la cobalamine, enfin sur la. Est-ce que si c'est des mutations qui intéressent plutôt la cobalamine, est-ce que tu rajoutes de la cyancobalamine chez ces patients? Alors oui, tu vas donner. En fait, on leur donne beaucoup de vitamine B12 en disant que s'il y a une petite activité enzymatique résiduelle, eh ben, comme toujours dans les maladies enzymatiques, tu mets un peu de cofacteurs et ça fait fonctionner. Voilà, toutes ces maladies-là. Et donc, on leur donne de la cobalamine. Et il y a toute une famille de cette maladie-là dont on va pas parler parce que c'est pas vraiment compliqué à traiter, où ils sont complètement sensibles à la vitamine B12. Et donc, ils sont complètement sensibles à la vitamine B12. Le jour où tu as fait le diagnostic, tu leur donnes de la vitamine B12 et tout se passe bien, sauf s'ils n'en prennent pas. Et donc, eux, ils n'ont jamais d'atteinte rénale, sauf si le cas vraiment très, très exceptionnel. Et donc, on les bourse tous de vitamine B12 et en fonction d'activité enzymatique, ils sont plus ou moins répondeurs. Donc ça fait partie un peu du traitement de fond. Et dans les complications, alors on va surtout bien sûr parler du rein parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, mais dans les complications qui sont le pronostic de la maladie, il y a l'atteinte neurologique. Ah, tu l'as peut-être dit, il n'y a pas de dépistage à la naissance comme dans d'autres maladies. Alors en France, non. En France, non. Alors, Michel, ça fait peut-être partie maintenant des. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a raconté. Il y a aujourd'hui. J'étais impressionné par ce qu'il a recherché. Il y a depuis récemment tout un panel de choses. Et celui-là, je pense, fait vraiment partie. D'accord. Mais jusqu'à très récemment, ce n'était pas le cas. Mais je pense que celle-ci en fait partie parce qu'elle fait partie de ces maladies traitables, en fait. Absolument, oui, c'est ça que je pensais. D'où l'atteinte neurologique, parce que si on diagnostique d'emblée, toutes ces maladies-là, la durée du coma initial est déterminante sur le pronostic neurologique. Donc, ça fait potentiellement partie, je ne suis pas très au courant du panel. Il y a des pays comme l'Allemagne où ils le font déjà depuis un certain nombre d'années. Et typiquement, dans les recommandations, c'est écrit qu'il n'y a qu'à faire du dépistage à la naissance, mais en même temps, ça dépend des pays. Et donc, effectivement, il y a cette atteinte neurologique. Alors, soit en aigu, les patients sont dans le coma, il y a l'hyperammoniémie, un déficit un peu énergétique global. Et donc, ça a un impact. Et puis, il y a quand même, même chez certains patients plutôt bien équilibrés, un peu de retard mental si on a fait le diagnostic à 5 ans, à 6 ans, et pas dès la naissance. Par contre, ceux qui sont diagnostiqués précocement et qui sont bien traités, ils ont un QI proche de la normale. Il y en a qui peuvent faire des pancréatites, comme toutes ces maladies pédiatriques, a fortiori qui imposent un régime draconien, ils ont un peu du mal à grandir, donc le retard de croissance, ça fait partie des manifestations. Le côté hémato-aigu, ça c'est pas quelque chose qu'on voit du tout chez les adultes parce qu'ils ne font pas tellement de décompensation aiguë, mais il semble que chez les enfants, ils peuvent avoir un petit peu de cytopénie un peu aiguë. Et puis une complication proche de la complication neurologique, c'est l'atrophie du nerf optique et les complications du nerf optique un peu aiguës. Et ça, c'est un signe que vraiment, ça ne va pas du tout, que l'état clinique métabolique n'est pas bon et qu'il faut le prendre en charge. C'est par exemple un critère de dialyse. Et puis, ils peuvent faire, comme c'est un enzyme hépatique, ils peuvent faire quand même un peu de fibrose hépatique, voire de la cirrhose. Et il y a quelques cas de tumeurs hépatiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille. Et puis, il y a le rein. Alors, le rein, sur la physiopathe, je vais vous dire, on est un peu démunis, comme toujours dans ces maladies-là. Quelques patients ont été biopsiés. Ça, c'était des biopsies donc, de Mariam Raban. En gros, c'est de la fibrose interstitielle très, très peu spécifique. Et donc, dans la vie quotidienne, on ne les biopsie pas parce qu'on n'a pour l'instant pas tellement d'outils pour réfléchir. Et donc, on ne sait pas très bien. Il y a cet acide méthylmalonique qui est élevé. Est-ce que lui-même est toxique ou est-ce que c'est plutôt un déficit énergétique au niveau de la cellule tubulaire?
mais en même temps, ils ne font pas vraiment de tubulopathie franche. Mais c'est probablement quand même plutôt dans cette philosophie-là qu'on s'inscrit et on considère qu'il y a un déficit mitochondrial général pour l'atteinte neurologique aussi, qui fait que voilà, ça ne fonctionne pas bien. Et malheureusement, la physiopathe ne va pas beaucoup plus loin. Et ils ne font pas de maths, non, ils n'ont pas de lésions vasculaires. Alors, comment ça marche, les maths dans les déficits en cobalamine? Je me reposais la question justement hier soir et on ne sait pas très bien. C'est l'hyperhomocystéinémie probablement qui doit jouer, mais toutes les hyperhomocystéinémies ne donnent pas de maths. Hein. Parce que les hyperhomocystéinémies, c'est un espèce de truc aussi très très large et c'est ceux-là qui font des maths et pas les autres. Donc, le mécanisme sur la cellule endothéliale, je n'ai pas trouvé, mais peut-être. Malheureusement, c'est des maladies tellement rares qu'il n'y a pas tellement de gens qui cherchent vraiment. Même moi, je pensais que c'était mitochondrial, enfin, que c'était En tout cas, ceux-là, ils ne font pas de maths. Ou, en tout cas, les biopsies, et puis quand ils font un peu des décompressions aiguës, ils n'ont pas de stigmate de maths biologique ou rénal au long cours. Après, le petit bébé qui fait la poussée aiguë au début, peut-être qu'il a un peu de maths, mais c'est tellement un tableau multifactoriel. Et en fait, les pédiatres se sont progressivement rendus compte qu'il y avait une atteinte rénale. Alors, il faut savoir que ces enfants-là, ils mouraient autrefois. Hein. Et donc, c'est le professeur Saudubré-Anecker, qui était un pionnier des maladies métaboliques, qui a commencé à se rendre compte que on restreignait en protéines, déjà, ils allaient mieux, et puis qui a commencé à trouver un petit peu la connaissance biochimique de tout ça. Et donc, nous, on a eu un peu la première génération d'adultes qui étaient en bonne santé, on va dire. Et donc, on s'est rendu compte progressivement, et ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, en fonction des types de mutations, ceux qui ont des mutes 0 font beaucoup plus souvent d'insuffisance rénale, et de manière plus précoce. Ceux qui ont des mutes moins ou déficit en cobalamine A, ils ont un peu moins souvent et un peu plus tardivement d'insuffisance rénale. On avait repris 30 patients français qui avaient ce type de tableau et on avait vu que la moitié développaient une insuffisance rénale chronique. Ils sont très très jeunes, hein, ils avaient 12 ans en médiane, donc on n'a pas du tout de suivi à très long terme. Et vous voyez, comme on peut s'y attendre, que la proportion de maladies de stade d'insuffisance rénale plus élevée augmente avec l'âge. Et que certains ont une insuffisance rénale dès l'âge de 6 ans, donc de manière assez fréquente. Et à 18, enfin au-dessus de 18 ans, c'est 100% une maladie rénale. Alors, je vais te montrer juste après, parce que là, dans ce tableau-là, là, il s'arrêtait à 21 ans, les plus âgés. Et donc, la proportion augmentait progressivement, grosso modo. Et en fait, non, c'est pas vraiment 100%. Alors là encore, ça s'arrête très très tôt. Ça dépend des variants génétiques. Si on a un mute 0, c'est plus tôt. Si on a un mute moins, c'est beaucoup plus tard. Parfois, pas vraiment. Parce que là, maintenant, nous, on en a des qui ont 30 ans, 35 ans et qui n'ont pas d'insuffisance rénale terminale, en tout cas. Mais c'est ça. Mais là, c'était pas non plus. Là, c'était l'insuffisance rénale tout venant. Et puis après, l'insuffisance rénale terminale elle-même, c'est cette courbe-là. Là encore, on voit que ceux qui ont mute 0, c'est ceux en pointillé. Il y en a beaucoup quand même qui sont en insuffisance rénale terminale assez précocement à l'adolescence. Il y en a peut-être. Parce que là, c'était avec, pardon, chacun ses marottes, certainement. Est-ce qu'on peut les aider? Je vais parler de cystatine C, là c'était en créatinine. Alors ça, c'est de la créatinine, et tu as une très bonne... Je vais te parler de la cystatine. Ah, ça va. Tu vois, la petite plus-value des néphrologues. Ça, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une corrélation entre le taux d'acide méthylmalonique et la dysfonction rénale. Donc, moins on est bien équilibré, plus on a d'insuffisance rénale, et peut-être, et plus on a un taux élevé, plus également on a de toxicité rénale, probablement. Mais là, du point de vue néphrologique aussi, plus on a d'insuffisance rénale, moins on filtre bien et moins on élimine nos cellules rénales. Et donc, la cystatine C, elle arrive ici, parce que nous, on s'est dit, on a une cohorte de 13 adultes non greffés, hein, donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont, parce qu'on dit que c'est de la maladie tubulaire, mais en fait, j'arrête tout de suite, il n'y a pas de tubiopathie, hein, on a tout regardé, hein, on a fait la bêta 2, etc. Pas grand-chose à dire. On a fait du Oexol,
Et donc, le Yoexol, effectivement, ils avaient une dysfonction rénale bien plus sévère que ce qu'on aurait pu attendre par les mesures de la créatinine, puisqu'ils sont un peu limitriques dans le régime hypoprotéique, qui sont petits. Et donc, effectivement, la créatinine est un très mauvais marqueur. Juste pour vous montrer, vous voyez, nous, les mythes 0, on en avait 3 quand même qui étaient à l'âge adulte et qui avaient une fonction rénale encore préservée en partie. Et puis, c'était sinon plutôt des déficits en cobalamine A ou des mythes moins. Et ceux-là ont des fonctions rénales très variables en fonction de leur âge et aussi en fonction de probablement l'équilibre métabolique. Et du coup, on avait comparé. Donc là, nous, on n'avait pas vraiment fait de cystatine à ce moment-là, mais on a dit qu'effectivement, c'était ça le marqueur. On n'a pas fait du Yoexol à tout le monde. Que la cystatine, c'était probablement pertinent de le faire. Il n'y a pas du tout de signe de tumopathie. Non, Dieu sait si on a fait ça aux expos fonctionnels, on l'a cherché dans tous les sens. Mais si chez les souris, si tu leur files une tonne de trucs, ils font des fibroses. On a fibrose. Il y a un papier. Et c'est une fibrose qui n'est pas inflammatoire. Non, c'est une fibrose qui n'est pas inflammatoire. Après, on la biopsie pas très souvent, donc si tu fais des biopsies, ça arrive. Mais il y a un papier ils ont surtout regardé les marqueurs énergétiques et tout ça. Et c'est de ce papier qu'on est arrivé à la conclusion que c'est potentiellement plus une maladie énergétique, mais c'est pas comme le DENT ou autre. Ils font de l'insuffisance pancréatique. Non, ils font des pancréatites aiguës, peut-être plutôt toxiques, je pense, mais ils font pas de diabète ou des choses comme ça. Mais ils font de la fibrose hépatique. Ils font de la fibrose hépatique. Mais c'est une maladie pro-fibrosante. Oui, c'est ça, non, mais. Donc, il y a plein de choses à faire pour réfléchir. Après, je vous parlerai de la greffe et des immunosuppresseurs, parce que là aussi, il y a des choses un peu énormes. Et au niveau cardiaque Au niveau cardiaque, certains peuvent faire une dysfonction cardiaque, mais c'est assez rare. Il y a une autre maladie, une petite sœur, qui s'appelle l'acidémie propionique, où paradoxalement, c'est juste la voie métabolique parallèle. Ils font d'atteinte cardiaque et peu d'atteinte rénale. Et ici, c'est peu d'atteinte cardiaque et beaucoup d'atteinte rénale. Mais on leur fait quand même des check-up cardio complets, mais pas tellement d'atteinte spécifique. Et pas de thrombose. Et pas de thrombose. La thrombose, ça, c'est l'homocystéine, vraiment. L'hyperhomocystéinémie, ça donne des thromboses. Alors, quand c'est mêlé à ça, ça fait un truc très, très complexe, mais si on a l'hyperhomocystémie, ça fait des thromboses, que ce soit l'hyperhomocystémie extrêmement élevée dans les homocystinuries, une autre maladie génétique aussi, dans la voie des cobalamines, ou alors c'est celle-là, la cobalamine C, qui est un peu un truc très rare, qui est mais pas de thrombose, non. Donc, pour estimer le DFG, on fait un DFG uniquement cystatine C. Probablement. On s'était dit, bon, on avait essayé, nous, tout ce qu'on sait faire, c'est qu'il y a des EPI, alors maintenant, ça serait THC peut-être. À l'époque, on avait trouvé que le Schwartz, finalement, comme l'ensemble de ces maladies pédiatriques, peut être fait jusqu'à une quarantaine d'années, et finalement, c'était probablement le Schwartz qui était le mieux, mais maintenant, peut-être que le KFC est encore mieux. Pour toutes ces maladies à cheval entre la pédiatrie et l'âge adulte, maintenant, on fait pas mal de KFC. Mais je pense que pour prendre une décision, il faut faire cystatine, voire Yoexol quand il y aura une décision greffe, pas greffe, des choses très importantes. On pense que c'est mitochondrial, la toxicité? Eh bien, peut-être, mais peut-être quand même aussi une toxicité directe de cet acide, ou bien le métabolite qu'on n'ose pas vraiment. Parce que sur les biopsies de Marani, il n'y avait pas de produit d'électronique. Je ne crois pas qu'il y avait d'électronique, et dans le papier chez la souris, je n'ai pas de prénom, je ne me souviens pas exactement. C'était un peu rapide, quoi. Et de fait, on fait quand même pas beaucoup de biopsies. Et en plus, ils ont un défaut de croissance rénale. Donc, il y a une espèce quand on mesure la taille de leurs reins, on se rend compte que globalement, ils ont les reins qui grandissent un petit peu moins bien. Alors, est-ce que c'est juste l'insuffisance rénale ou est-ce qu'il y a un autre facteur qui peut jouer? Oui, ils naissent à terme. Oui, parce que finalement, c'est comme la maman apporte l'activité enzymatique, toutes ces maladies, jusqu'à la naissance, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est magique parce qu'après, on a eu des grossesses, par exemple, de patientes qui ont cette maladie, et pendant la grossesse, le bébé fait le boulot. Donc, on peut élargir les apports protéiques, c'est la fête, quoi. On peut manger un steak. Alors ça, je ne sais pas. C'était une blague. Ok.
Et alors, du coup, juste pour rester sur le côté métabo avant de passer à la prise en charge rénale, en fait, quand ces patients en aigu, quand ils font une grande décompensation aiguë, qu'ils ont des signes neurologiques, bon, d'abord, on essaye de chélater l'ammonium, de traiter l'acidose, etc. Mais très, très rapidement, s'il y a des signes neurologiques, c'est la dialyse, parce que finalement, la dialyse, hein, c'est facile. On épure tout l'acide méthylmalonique, l'ammonium, c'est des petites molécules qu'on peut très, très facilement épurer. Et donc, du coup, voilà, il faut avoir la dialyse facile. Alors, parfois, vous vous doutez bien que chez des tout petits enfants, ça peut être beaucoup plus complexe que chez un adulte. Et donc, on considère que toute manifestation neurologique égale dialyse et toute acidose sévère, profonde et toute hyperammonémie égale dialyse. Ça, c'est un contexte aigu, métabolique pur, quelle que soit la fonction rénale. C'est de l'hémodialyse. Alors, oui, c'est de l'hémodialyse ou souvent chez les tout petits, c'est plutôt de la dialyse continue en réanimation. Alors, hémo ou DP, on va en discuter, mais voilà, ce qui est efficace, c'est l'hémodialyse ou la dialyse de réanimation continue. Et ça marche toujours. Et donc, pour le long terme, il y a beaucoup de débats. Alors, bien sûr, nous, on connaît nos critères de dialyse pour un patient qui a une insuffisance rénale, bien sûr. Mais en fait, il y a un moment où la fonction rénale de ces patients, elle décroît, mais elle n'est quand même pas si catastrophique que ça, même si on fait des DFG de manière correcte. Et par contre, le taux d'acide méthylmalonique, il monte, et malgré un régime relativement draconien, on n'arrive plus du tout à contrôler les taux. Et donc là, il y a une discussion compliquée. Déjà, il faut pas les mettre. On a vu des patients arriver avec des apports protidiques à 15 grammes par jour, complètement dénutris, parce qu'en même temps, ce n'est pas bon pour eux et ça ne sert à rien. Et donc là, ils peuvent faire des complications liées simplement à une sorte de dénutrition. Et donc, il y a un moment, ils ont des apports protidiques minimaux nécessaires. Les taux d'AMM est extrêmement élevés. Et on se dit, là, ils sont vraiment à risque d'une complication aiguë. Et donc, souvent, on est amené à commencer la dialyse avant qu'on débuterait pour une indication rénale. Donc, vous les suivez sur la concentration. Et donc, on les suit sur la concentration d'acide méthylmalonique. Et en fait, c'est comme dans beaucoup de ces maladies, c'est des petites molécules. Et donc, il faut vraiment les dialyser tous les jours de manière très répétée, parce qu'en fait, le taux, quand il y a après la fonction rénale, ça remonte aussi sec. Non, c'est... Donc voilà, donc les indications sur le long terme, c'est toute une discussion. Et parfois, on a l'impression que le patient va bien, mais c'est assez inquiétant parce que du jour au lendemain, il peut faire justement l'atteinte ophtalmologique dont je vous parlais tout à l'heure. On a une patiente qui du jour au lendemain, elle est aveugle. Donc là, il faut trouver le bon moment. Et donc, effectivement, sur quel type de dialyse sur l'œil, c'est... Parce que sur le plan musculaire, c'est réversible, mais sur l'œil, c'est réversible. Ouais. Si tu agis très vite, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'atteinte encéphalitique aiguë ou l'atteinte ophtalmologique aiguë est réversible. Il n'y a pas d'atteinte musculaire, c'est vraiment neuro-central. Et donc nous, on préfère l'hémodialyse. Les pédiatres, parfois, quand même, c'est très très compliqué de dialyser un tout petit, donc parfois, ils font de la dialyse péritonéale. Et comme c'est des recommandations qui se voulaient un peu internationales, le but, c'est quand même de dire aux gens, vous faites la dialyse que vous savez faire et qui est disponible dans votre centre. Le but, c'est de dialyser. Donc, si vous savez faire la péritonéale, vous faites tout de suite, et puis après, vous réfléchissez. Et sur le long terme, quand même, on a essayé les deux. L'hémodialyse fonctionne quand même nettement mieux. Que la péritonéale, oui. Voilà. Alors que la péritonéale nous avait paru séduisante en disant, on va dialyser un peu tout le temps. Oui. Mais en fait, l'épuration était moins efficace. Même en chronique, c'est des dialyses quotidiennes. Même en chronique, c'est une dialyse quotidienne. Et donc ça, c'était la dialyse quotidienne. Ouais, c'est moyen. Et donc, du coup, le but de la dialyse, c'est après, donc, bien sûr, s'orienter vers la greffe. Et donc, l'idée, quand on les dialyse, c'est de les dialyser intensivement pour faire baisser leur taux et puis les nourrir. Et donc, on leur redonne un peu plus de protéines pour qu'ils récupèrent un peu de masse musculaire. Parce que finalement, il y a un moment, quand on baisse les protéines, il reste quoi? Il reste du sucre et du gras. Donc, ils sont un peu gras, un peu, voilà, et c'est pas très très bon pour arriver à une bonne forme pour la greffe. Et donc, la greffe.
Et ça, c'est un truc un peu compliqué. Hein. On en a un certain nombre qu'on a greffé à Necker et au cours du temps, notre vue des choses a évolué, on va dire. Il y en a une que tu connais peut-être qui avait une acidémie propionique qu'on a suivie pendant des années. Et donc, voilà, ça reste compliqué. Et donc, on dit, ben, la greffe, c'est quand même il faut leur offrir la greffe. Malgré tout ce qu'on fait, on n'y arrive pas vraiment, y compris sur le plan neurologique, et donc il faut les greffer à un moment ou l'autre. Alors en plus, si on greffe le foie, on se dit bon, elle rapporte l'activité enzymatique, donc en attendant la thérapie génique et les thérapies RNA qui sont quand même en cours de développement, ben, la greffe hépatique, ça reste une bonne solution. Et la greffe rénale aussi, peut-être, parce que finalement, on a quand même un peu d'activité enzymatique dans le rein. Et donc, on dit il faut greffer tout le monde à un moment ou l'autre. Ceux qui ont MUT 0, avec pas d'activité enzymatique, on sait qu'ils vont avoir une maladie grave et sévère. Et donc, les pédiatres, maintenant, ils disent qu'il faut les greffer du foie de manière extrêmement précoce, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc maintenant, eux, ils considèrent qu'un enfant relativement jeune qui a ce type de tableau, on n'attend pas qu'il fasse les complications neurologiques ou rénales et on greffe du foie. Après, c'est pas encore fait partout et c'est quand même, ça doit être fait dans des équipes qui savent greffer un enfant de 6 ans du foie. C'est pour rapporter l'enzyme. C'est pour rapporter l'enzyme. C'est que ça, en fait. Ils n'ont pas de maladie. Enfin, si. C'est pas pour une dysfonction hépatique. C'est pas pour dysfonction hépatique, c'est pour. On peut mettre un petit bout de foie pour que ce soit plus facile. Et bien ça a été essayé et visiblement. Je crois qu'en plus. Moi, j'avais fait une fois, mais pour autre chose. Mais je crois qu'en plus, les enfants, c'est compliqué parce qu'il faut avoir la place. Oui. Enfin, c'est là aussi après, les donneurs vivants avec. Après, il y a des pays plus qu'en France où on fait un lobe du parent, mais on ne donne pas. En général, on enlève quand même le foie malade. Mais et après, la question, c'est une fois qu'on les voit plus âgés, s'ils n'ont pas été greffés du foie, qu'est-ce qu'on greffe? Est-ce qu'on greffe le foie et le rein? Est-ce qu'on greffe que le rein ou est-ce qu'on greffe que le foie? Une fois que les complications sont là, c'est trop tard. Donc, et quand le rein est malade, par définition, on va greffer du rein aussi. Et donc, on a dit, soit les jeunes dont on vient de parler, on va les greffer du foie un peu tôt, mais il faut quand même savoir qu'entre eux, les métaboliciens pédiatres ne sont pas tout à fait d'accord et qu'il faut vraiment que ce soit fait par des gens qui savent faire. Alors, ceux qui savent faire, ils disent, moi j'ai 0% de mortalité, tout va bien. Ceux qui savent moins bien faire, c'est quand même pas anodin. Et par définition, quand on a une maladie rénale chronique, on va greffer du rein, ça c'est sûr. Alors, historiquement, Necker et les pédiatres avaient greffé du rein à des enfants en disant la greffe du foie, c'est un peu chaud, on va leur donner un rein en plus pour apporter de l'activité enzymatique. Mais en fait, rétrospectivement, on s'est rendu compte que ça n'apportait pas assez d'activité enzymatique et que quand même, ils finissaient par dégrader leur rein natif aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins arrêté de faire. Néanmoins, des patients qui seraient aujourd'hui insuffisants rénaux sévères avec une indication de greffe rénale très fragile, on ne voudrait pas se lancer dans la greffe hépatique et combinée. La greffe rénale reste quand même une option envisageable. Mais c'est pas, voilà, en deuxième point. Mais avec une récidive. Sur le rein, risque de récidive. Et donc, on a dit, finalement, le vrai traitement, c'est la greffe combinée. C'est la greffe combinée foie-rein, si on a une dysfonction rénale. Et comme vous savez, en gros, dès qu'on a le DLG qui est un peu bas, si on greffe un foie, le rein va s'aggraver dans l'articulé. Et donc, on a des critères de greffe avec des DLG quand même franchement élevés. Alors, le consensus a été de dire pas de 3B, mais après, ça se discute au cas par cas. Et c'est le cas où probablement faire un peu de bioexol, faire un vrai DLG peut permettre d'argumenter. Et donc, nos patients qu'on suit aujourd'hui, grosso modo, ils n'ont pas été greffés la plupart du temps dans l'enfance, et donc ils arrivent à un âge adulte avec une dysfonction rénale, et on leur fait une bigreffe, une greffe combinée, foie-rein, jusqu'à ce qu'on ait un traitement enzymatique qui peut-être pourrait changer un petit peu les choses.
Et puis donc la greffe rénale seule, on en a quand même qu'on a greffé du rein seul, et finalement c'est quand même beaucoup moins lourd, comme vous pouvez vous en douter. Et toi, donc, tu as vu des patients transplantés hépatiques avec une altération de la fonction rénale mais qui ne nécessitait pas de greffe rénale associée. Et le devenir rénal après transplantation hépatique. Alors, je vais vous montrer après les données qu'on a objectivement. Après, c'est quand même récent, hein. Donc, on en suit un certain nombre, mais on n'a pas de recul à très très long terme. Je vais vous montrer les petites séries qui ont été publiées là-dessus pour qu'on se fasse une idée. Juste pour finir sur la préparation à la greffe, parce que c'est peut-être quand même des patients que vous pouvez être amenés à voir et à greffer. Donc, on fait un bilan cardiaque, parce qu'il peut y avoir cette atteinte cardiaque qui est une sorte de cardiopathie dilatée, avec une dysfonction cardiaque, examen neurologique, et ça ouvre aussi des discussions éthiques, hein, on est déjà, parce qu'il y en a quand même des retards sérieux. Et donc, on n'a pas forcément la même vision, les pédiatres, les médecins adultes, les néphrologues, les hépatologues. Donc, voilà, il y en a certains quand même, on ne voit pas les choses de la même manière, un bilan ophtalmo. Et puis après, bon, voilà, toute la période périopératoire, on fait des protocoles hyper stricts. Nous, on travaille avec Beaujon et donc, on leur fait des protocoles, tout est écrit pour éviter qu'au milieu de la nuit, ils décompensent et que rien n'aille plus. En gros, on leur apporte de toutes les calories qu'il faut pendant la période de jeûne. Mais il faut savoir que c'est des greffes quand même très compliquées. Déjà, c'est jamais très simple x1, et en plus, ils sont quand même jeunes, la géométrie. Voilà, on en a quand même perdu des patients, alors qu'au prime abord, on avait l'impression que tout irait bien. Alors, ça va avoir un impact métabolique, je vais vous le montrer. Le rein, c'est évident. Les pédiatres, quand on les dégreffe jeunes, ils trouvent qu'après, la croissance est meilleure. Par contre, sur le plan neurocognitif, voilà, c'est le statu quo. Il ne faut pas croire que l'enfant qui a un retard mental, il va s'améliorer, mais ça, on s'en doute relativement. Mais l'idée est de diminuer le risque de décompensation et donc de nouvelles atteintes neurologiques. Et alors, si on regarde déjà sur le plan métabolique, ça, c'était donc une série française avec le côté métabolique. Et ben, on voit, il y a les greffes kidney, c'est en haut, le rein. Au milieu, c'est liver kidney. Et en bas, c'était que le liver. Et donc, vous voyez que déjà, on augmente les apports en protéines. Donc, déjà, ils ont moins ce régime draconien qui est quand même extrêmement pénible. Et encore plus quand on a liver kidney que quand on a kidney tout seul. Logique, hein, on apporte plus d'activité enzymatique. Et donc, après, souvent, les enfants, ils ont moins de nausées, ils mangent mieux, ils grandissent mieux et tout le monde est content. Après, sur le pronostic général, donc ça, c'est une série européenne publiée par les Allemands où le taux de survie général était de 87%. Vous voyez en bleu le rein, en rouge le foie et en vert foie plus rein. Donc, bon, la survie, elle est quand même pas parfaite, hein, on va dire. Globalement, 87% à 2 ans de suivi, donc c'est assez proche, mais les complications, elles sont quand même très aiguës. Hein, quand on greffe un foie, c'est dans les 3 mois qu'il y a le plus de complications. Et ils considéraient que c'était similaire à leur population contrôle de patients qui ont d'autres maladies. Et que la survie générale n'était pas différente. Et ça, c'est un peu étonnant, mais c'est parce que c'est pour les enfants. Elle n'était pas différente. Les foies, ils sont tous perdus, là. Bah, je pense que c'est parce que c'est très récent. C'est récent. C'était censuré. Toi, je pense qu'avant, ils ne greffaient pas du foie, en fait. Je suis étonné qu'il y ait 35 ans de recul pour ça. Alors, c'est l'âge, hein. Je pense que Ben c'est ça, c'est pas la durée de c'est ce que je me suivi. disais, c'est C'est selon leur âge. Je comprends pas ce que ça Je veut pense dire. qu'il y en a qui ont greffé tard et donc. Alors, attends, d'accord. Non, Je sais pas, moi aussi, je pensais que Je c'était pense l'âge, que et c'est puis que ce que censuré tu pour disais, la- j'avais l'impression que finalement c'était la durée de Parce que leur greffe. durée de suivi, c'est 2 ans en médiane. Hein, donc, Mais c'est ça. donc, c'est leur âge. Donc, ils ont été greffés. Ton truc. Ouais, c'est. Non, c'est pas ça. Ils ont été greffés plus tard. Ils sont plus en rein et en rein. Oui, c'est logique. Ouais. C'est assez logique. Et donc, ça, c'est le pourcentage de survie à 2 ans. Ouais. Enfin, J'imagine. ouais. Bah, je pense qu'ils ont censuré pour leur âge. Bon, ça. Bon, bref. Après, pas beaucoup de patients. Oui. On va prendre avec les personnes qu'il faut.
Et nous, on a 23 patients qu'on avait repris. Après, depuis, on en a quand même un peu plus, en particulier du foie, parce qu'avant, on ne faisait pas tellement de foie. Et donc, il y en avait 12 qui avaient eu le rein, 10 qui avaient eu le rein plus le foie, dont un qui avait d'abord eu le rein, et puis après, on avait dû faire les deux. C'était que des donneurs décédés. Et la survie globale, hein, c'était 86%. Deux qui sont morts, un qui avait donc un hépatoblastome, et donc je dis que ça fait partie des complications rares mais possibles sur le foie, et un adulte qu'on avait eu, nous, et qu'on leur avait dit vous êtes obligés de le mettre dans cette série parce que sinon tout est pour les jeux dans le meilleur des mondes, mais nous ça nous a bien traumatisé, qui est décédé des complications chirurgicales hépatiques, grosso modo. Et donc les taux de acide méthylmalonique, eh bien, il s'améliore drastiquement. Surtout, donc là, vous avez en bas l'iverkiné, en haut, c'est que le kiné. Et donc, on voit bien, en dessous de au-dessus de 1000, dans le plasma, on dit on est en danger. Donc, au-dessus de là, vous voyez, il y en a qui ont des taux complètement faramineux. Et donc, après la greffe du rein, bah, ça s'améliore, mais voilà, ça s'améliore, mais n'importe. Un certain nombre qui sont quand même bien au-dessus de 1000. Tandis que quand vous greffez le foie et le rein dans le plasma, vous voyez, vous baissez vraiment drastiquement votre taux d'acide méthylmalonique. Ce facteur-là, en tout cas, il est très bien contrôlé par la greffe, et dans les urines, c'est assez similaire, mais chez les patients qui ont une insuffisance rénale, un marqueur urinaire, c'est quand même jamais très pertinent. Ça, c'était le point de vue du néphrologue. Je n'osais pas le dire, oui. Et ça, c'est la cohorte italienne, avec quelques autres patients. Et là encore, sur le taux d'acide méthylmalonique, ils ont comparé le rein, foie et puis combiné. Et donc là encore, hein, les taux quand même à long terme, enfin long terme à 1 an, restent bien meilleurs quand on fait quand on fait le foie plus le rein que quand on fait que le rein. Et le foie, ben, c'est un peu similaire quand on voit bien que l'activité enzymatique, elle est principalement portée par le foie. Mais quand tu as une insuffisance rénale, ça te fait augmenter le taux sanguin. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans les transplantations rénales isolées qui étaient avec une insuffisance rénale. Et c'est pour ça que là, ceux qui ont été greffés que du rein, ils avaient plus de dysfonction rénale et ils partent beaucoup plus haut. Mais malgré tout, à la fin, on n'arrive pas à les contrôler. D'ailleurs, justement, parce que par exemple, pour les maths, on fait la chromatose sur les urines. Hein, on peut faire la chromatose sur les urines, c'est moins fiable. Mais quand tu as une insuffisance rénale, c'est beaucoup moins fiable. En fait, la chromatose des urines, quand tu veux faire un dépistage, si elle est pathologique, tu dis elle est pathologique. Là, ce qu'on veut, c'est un taux. Et donc, dès qu'il y a une dysfonction rénale, non, ça fait partie de notre petite plus-value de néphrologue dans cette histoire, de dire arrêtez de mesurer dans les urines, ça ne sert à rien de mesurer dans le plasma, et c'est ça qui va être toxique. Après, dans les urines, ça reste quand même pathologique. Donc, si tu fais les urines, tu vas dire, il y a un problème, mais tu ne vas pas te baser dessus. Et donc, ça, c'était une autre cohorte européenne également, où vous avez repris un petit peu différents patients. Et là encore, c'est un peu dans la discussion de la survie globale, hein, parce que les pédiatres, maintenant, ils disent, on va greffer tout le monde tout de suite. Parfois, on leur dit, oui, enfin, on n'a pas envie de les tuer non plus. Donc, un adulte et un enfant, c'est pas pareil. Et les pédiatres, quand ils nous l'apportent à 18 ans, tout va bien, mais après, le patient, voilà, c'est quand même un greffé hépatique avec tout ce que ça peut comporter sur le long terme. Et parfois, je trouve que dans les discussions, les pédiatres, tout va bien, oui, mais à 40 ans, on ne fait pas très bien, je ne pas aussi bien. Après les complications, au-delà des complications aiguës du début, il y a un peu de décompensation métabolique, et sinon, c'est des choses globalement traditionnelles en greffe hépatique, avec des non-fonctions, des thromboses, des infections virales. Et puis dans cette cohorte-là, il y en avait 2 qui avaient quand même fait des décompensations métaboliques dont ils étaient décédés, donc ça montre que c'est bien, mais quand même. Et donc ça, c'était la même chose. Et donc pour le rein, donc le DFG, ça c'est issu de la cohorte italienne. Alors c'est pas très... C'est des données brutes. Hein. Donc, vous avez la greffe rénale. Donc, par définition, le DFG, au moment de la greffe, il était plus bas. Hein, ça, c'est logique. Et puis, vous voyez que leur DFG, à la fin, il est en médiane autour de 60. Alors, je ne sais pas, un greffé standard, combien il a de DFG? 56.
Donc il est comme greffé. Non, je dis ça de toute façon. Non, mais toi. Non, mais on avait regardé avec hier, quand on faisait des études d'ailleurs aussi à Saint-Louis, on faisait les DFG systématiquement. Voilà, et donc, comme on avait dit, d'accord, à un an, le DFG était à 56. Excusez-moi la réponse. Non, mais nous, on a par exemple. 56, j'avais deux. Nous, on a j'en ai un comme ça ouais, qui est compliqué, il a été greffé que du rein. Ben voilà, il est comme ça, et il a 120 de créate, et les pédiatres me disent ah, bah, il faut lui faire maintenant une bigreffe. Je dis ben, 120 de créate, c'est un greffé rénal, moi je suis contente. Donc j'essaie de retirer tout. Parce que je dis 56, pour maintenant c'est moins gros compte tenu des reins qu'on utilise. Après, là, il y a beaucoup d'enfants, donc je peux espérer. Oui, il y avait des bons et donc, par définition, ceux qui ont été greffés que du foie, ils ont une fonction rénale qui est meilleure. Ce qui est intéressant, mais on n'a que 12 mois de recul, c'est que la fonction rénale, finalement, elle ne se dégrade pas trop après la greffe du foie. Et puis, ceux qui ont une bigreffe, ils ont été greffés un DFG supérieur et ils ont une fonction rénale au dernier suivi qui est un petit peu meilleure, mais on n'a pas beaucoup de recul. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que ceux qui ont été greffés que du foie, finalement, à plus long terme, c'était ça la question qu'on se posait, ils font quand même de dysfonction rénale progressive. Alors en plus, il y a des inhibiteurs de la calcinurine en plus. Est-ce qu'il y a un DFG mesuré? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il reste des nutriments. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Il y a écrit Alors, estimated. Moi, ce qui me gêne plus, c'est vraiment le côté récurrent, récidive de l'insuffisance rénale, c'est comme une transplantation isolée. Oui. Simplement. Et la récidive étant définie par une fibrose non inflammatoire. Une fibrose non inflammatoire, un peu plus rapide que ne le voudrait l'évolution rénale d'un patient dans les mêmes conditions. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être la changer. Non, pas tellement. Sur le rein, après, c'est à propos Non, de mais pour quelques ne cas. pas rajouter deux trucs, je ne sais pas s'il y a des expériences avec la tacette. Alors, typiquement, la fibrose. je vais vous parler des inhibiteurs de la calcinurine parce que c'est un vrai problème en termes de complications. Et donc, nous, on a l'impression, et on aurait bien aimé, si ça intéressait des gens, d'aller regarder un petit peu sur le rein, effectivement, s'il y a la fibrose accélérée ne pourrait pas être liée à une toxicité accrue des inhibiteurs de la calcinurine avec toute cette maladie mitochondriale sous-jacente, etc. Parce que ce qu'on a observé, nous, et finalement tous ceux qui font de la greffe l'ont observé aussi. Alors, tu sais, dans ces trucs internationaux, il y en a qui disent non, nous on n'observe jamais ça, mais après on regarde, ils ont fait de greffe. Donc, c'est toujours beaucoup de diplomatie, ce genre de truc. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui font vraiment de la greffe, on a observé des toxicités neurologiques. En fait, des patients qui tout va bien, et puis en aigu, en post-greffe, tout à coup, ils ont des troubles neurologiques aigus, ça ne va plus du tout. Alors, il y a soit, effectivement, on dit c'est une maladie, la maladie métabolique qui décompense, qui pourrait donner ça, mais très clairement, on considère que c'est des inhibiteurs de la calcinurine qui sont en cause, sans surdosage formellement, mais une espèce de sensibilité accrue. Et donc, après, pour convaincre tout le monde, il y a eu une petite série qui avait été faite par les Allemands, et globalement, les tableaux neurologiques, il est très très fou. Pour le néphrologue, en tout cas, c'est un peu de tout, des mouvements anormaux, des troubles de la conscience, des presses syndromes. C'est vrai que ça mime un peu ce qu'on peut voir quand on a une intoxication à l'acide méthylmalonique, mais finalement, les taux, ils sont corrects. Même dans le LCR, on a regardé le taux dans le LCR, ils sont corrects. Et on a l'impression que c'est vraiment les inhibiteurs de la calcinurine. Et donc, nous, on a pris parti tous ces patients qui ont cette maladie-là et toute cette famille de maladies. Alors, de quand même leur mettre un peu d'inhibiteur de la calcinurine au tout début, mais plutôt de la cyclosporine, parce que dans la littérature générale, y compris un petit peu ancienne, il y a quand même un peu moins de toxicité neurologique de la cyclosporine que du tacrolimus. Et donc, on les greffe sous cyclosporine, et après, dès qu'on peut switcher au bout de 3 mois, et on les switch pour les inhibiteurs de mTOR. Mais pourquoi pas autre chose, mais en foie, ils n'aiment pas trop le BAT7 et tout ça. Après, ça se négocie parfois au cas par cas. Il n'y a pas l'expérience. Parce que, alors, ils nous disaient récemment, parce qu'ils ont eu une fois une série qui a montré un taux de rejet plus important, et donc depuis, ils sont restés bloqués là-dessus. Mais on arrive quand même à négocier parfois.
Mais typiquement, les sirolimus, ça leur convient. Et donc, voilà, le schéma. Et peut-être pour le rein, du coup, là aussi, ça peut avoir un bénéfice au-delà de ce côté neurologique très aigu. Après, je crois que chez l'enfant, les sirolimus, ils n'aiment pas trop. Donc, il y a beaucoup de débats sur le sujet. Ouais, il faut plus de petits, quoi. Oui, bien sûr, chez les plus grands, ça pose question. Et donc, on a dit, voilà, on fait attention au tacrolimus, et je pense que pour la fonction rénale aussi, si on réduit l'éditeur de la calcinomyine, ce sera bénéfique. Et donc, voilà, l'éditeur de mTOR. Après, sur la qualité de vie, parce que c'est vraiment un des critères que mettent en avant les pédiatres en disant, bah, vraiment, la greffe, ça modifie leur qualité de vie. Et c'est vrai qu'ils ont soumis à un régime draconien. Ils ne peuvent pas sortir avec les copains, manger comme des copains, etc. Parfois, ils ont besoin de nutrition entéral, donc la soirée pyjama, tout ça, c'est mort. Donc, et de manière globale, et voilà, ils sont un peu moins fatigués, mais voilà, c'est ce que c'est. Mais c'est pas très bien étiqueté, bien sûr, et il n'y en a pas de très belles études qui le disent. Et puis après, bah, c'est quand même une maladie, ça reste une maladie métabolique, donc on s'acharne à quand même garder un œil métabolique dessus, les convaincre de venir une fois de temps en temps voir une diététicienne et un métabolicien pour regarder un peu tous ces paramètres, surtout si la fonction rénale au cours du temps se dégrade, ben, là les taux risquent de remonter. Et donc voilà, on adapte un petit peu au fur et à mesure et on suit sur le côté neuro. Voilà. Donc, petit overview de cette maladie, ces maladies-là qui sont bien rares, mais peut-être que vous pouvez être amené à voir, soit par un diagnostic brillant d'une forme tardive, pourquoi pas, soit des patients que vous récupérez parce qu'ils ont une insuffisance rénale et dont le diagnostic a déjà été fait, la discussion complexe de la dialyse et du timing de la dialyse, et puis après la gestion de la greffe. Souvent maintenant, quand même, c'est vraiment greffe comprimée qu'il faut faire, sauf cas particulier. Et puis, après, quand même, un peu de suivi au long cours. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, parce que moi, Sur les fonctions dites, justement, tu sais, toi, si dans les publications sur les autres, dans les CKD X, quoi, dans les CKD, enfin, les insuffisances rénales étiologiques indéterminées, si on en récupère. On ne récupère pas des MUT comme ça, mais on récupère des déficits en cobalamine. Je sais que typiquement, dans les déchus quand même, il y en a quelques-uns qui ont été récupérés, qui étaient négatifs pour les labos alternes compléments et chez qui on finit par trouver ce genre de choses. Et après, quand même des tableaux plus contraints. Oui et non, tu vois, moi récemment, j'ai un jeune homme, toi, de 18 ans, qui a été diagnostiqué parce que son frère a fait un tableau aigu de CHU, etc., qui arrivait aux urgences. Et lui, on a fait des musiques chez le frère, puis après, on a fait un peu de dépistage familial. Et puis, en fait, le grand frère, qui n'a jamais eu probablement de trigger ou quoi que ce soit, a le même variant. Et quand tu fouilles un peu, ben, il a un peu de protéinurie, effectivement, et il a un petit tableau bâtard. Donc lui, on a fait un diagnostic aussi génétique, finalement. Et pas de silo, ça va rien. Non, finalement, lui, il allait très bien. Et le jour, on l'a embêté avec un tas de médicaments, de trucs, en disant, parce qu'il y a quand même des paramètres biologiques qui étaient avec l'homocystéine élevée, la cinétique élevée. Mais finalement, il se portait très bien et il avait juste un peu de protéinurie. Là, j'en ai confié une à Myriam qui a un tableau de GC3 avec. Elle fait des événements thrombotiques. Elle a fait 3 épisodes de thromboplégie cérébrale, une embolie pulmonaire. Et alors, je crois que la génétique est en cours, mais elle avait vraiment aussi. Mais elle avait l'hyperhomocystémie aussi, probablement. Et puis la cinétique qui était aussi élevée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Après, sur le côté neuro, s'il y a des séquelles, c'est pas réversible, mais s'ils sont bien, après, son traitement, normalement, il devrait plus trop. Elle devait venir hier soir en consulte. Ah, c'est pas mal. Peut-être oublié. Après, tu vois, les neurologues qui ont un tableau d'AVC du sujet jeune, ils font un dosage d'homocystéine, et puis après, si tu as une hyperhomocystémie, tu as tout un panel de choses. Ouais. La carence en B12, ça c'est banal, mais parfois il y a des vrais. Ça c'est encore autre chose. Et cela dit, parce que moi je ne suis pas vraiment, pas du tout l'actualité, l'avenir, la recherche sur le côté, comme tu
utiliser thérapie chimique, parce que c'est bien la 2 fois, mais Il y a un essai en cours dans les ARN. les ARN. Ouais, il y a un essai D'accord. international en cours. D'accord. Avec des critères. C'est quel vous participez? Oui, les pédiatres participent. En fait, nous, c'est des patients. Ça fait plaisir, quoi. C'est pas Ouais. une maladie très fréquente, ça va pouvoir coûter un drame. Oui, mais quand on voit une périoxalurie, on se dit, voilà, si on peut arrêter de greffer du foie, toutes les complications que ça comporte et leur faire un traitement ARN, je pense que c'est quand même probablement ça l'avenir. Parce que ces maladies-là, par rapport à nos maladies rénales, elles sont quand même un enzyme hépatique. Donc, vraiment, c'est plus accessible. Et donc, parce que tu parlais d'une femme enceinte qui est son fœtus qui faisait ce long cours, il y a donc il y a un certain nombre de patients qui ont eu des enfants qui sont suivis. Oui. Et donc, les enfants, par définition, parce que c'est Ils sont hétérozygotes, donc normalement, ils vont bien. Tout à fait. J'en ai une qui a eu 3 enfants, même, qui a une forme un peu modérée, mais 3 enfants. Heureusement qu'elle a une forme modérée, parce qu'elle est un peu pas tout à fait compliante, peut-être. Il y a un diagnostic antinatal systématique. Alors non, parce que si le conjoint n'est pas apparenté, après, comme c'est des maladies très rares, on leur dit qu'il n'y a pas de risque, c'est autosomique récessif, mais s'ils sont très demandeurs, parfois on accepte de tester le conjoint quand même pour l'appel des familles, on va dire, mais c'est quand même. Le seul problème, c'est les mariages consanguins. Ok. Et c'est quoi l'incidence de la prévalence? 1 sur 50 000. Donc c'est rare, mais il y en a d'autres qui sont. Je ne vais pas au riche. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas le chiffre exactement, en retrait, c'est cet ordre-là. Très bien. Et bon, merci beaucoup. C'était bien parce que ça nous. Pas que ça nous met à jour, mais un petit peu. Merci beaucoup. Ouais. C'est bien, ça, je vois les manifestations tardivent.